Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier numéro de À l'arrache. Alors merci de votre fidélité parce que c'est pas évident de suivre une émission qui n'a pas encore commencé. Le principe de À l'arrache, c'est quoi? Eh ben on fait une émission de télé à l'arrache. C'était pas prévu il y a 1 heure, Marc. Et voilà, on a trouvé un lieu, on a eu du cul, on a trouvé un lieu. Et tu es mon premier invité. Alors Marc, pour te présenter, tu es naturaliste. Oui, naturaliste, pas naturiste, naturaliste, oui. Naturaliste, comment tu Spécialiste dis? de la nature. Et c'est quoi le surnom que tu donnes à ce métier? Bestiologue, personnellement. Bestiologue, voilà. Tu sors chez Delachaux et Niestlé, Bête de sexe. C'est quoi, c'est ton 15e bouquin? 45e. 45e, j'étais pas loin du compte. Et c'est sur la sexualité des animaux. Alors, on va parler de ça. Moi, c'est un bouquin que j'adore, sur lequel je me suis même appuyé pour mon almanach. Et ce qui est, alors, on est avec Stéphane, qui est un peu le monsieur tout faire, quoi, la bonne à tout faire, la petite pute de l'audiovisuel, C'est ce qu'on m'a dit. d'Internet. Voilà, il peut nous chercher des cafés, il peut tout aménager, il va cadrer. Donc, alors, donc tu parles de sexualité, la sexualité des animaux, et tu veux faire un parallèle entre la sexualité des humains et celle des animaux. Donc, on parle dans ce livre de masturbation, de cunilingus, de fellation, d'homosexualité, de transsexualité, et après on parlera des clitos qui ressemblent à des phallus, des vulves clignotantes, des vagins à spirale et des pénis à musique. Combien de temps de travail pour rédiger ça? Un peu plus d'une année quand même. Ouais. Je l'ai fait avec une copine sexologue parce qu'on parle des humains et des autres animaux, mais quand même un peu des humains parce que ça nous concerne. De toute façon, dès qu'on parle de sexualité, ça concerne tout le monde. Les paranuptiales, ça fait rire tout le monde. Enfin, j'ai pas fait pour faire rire, mais c'est vraiment un sujet passionnant. Donc, et qui fait le parallèle entre nous et les autres, évidemment, et qui parle beaucoup de plaisir. Parce que les animaux, ils prennent du plaisir s'ils se masturbent. Personne ne les oblige, hein, c'est vraiment qu'ils prennent du plaisir à la sexualité. Il y a vraiment, et tu parlais tout à l'heure du pénis à musique, ça se passe chez un tout petit insecte qui s'appelle la tipule. C'est On une va y espèce aller de... dans l'ordre, Marc. Ouais, On va d'accord. procéder dans l'ordre. Là, tu es parti sur J'étais un peu impatient. sur la masturbation. Alors, évidemment, on connaît, nous, on a tous un chien qui s'est branlé sur les coussins. Voilà, c'est un peu notre référence. Quand on parle de masturbation animale, c'est un peu la référence qu'on a. Mais la plupart des animaux se masturbent. Oui. Quels sont les plus surprenants? Les dauphins, parce qu'ils n'ont pas forcément le matériel. En fait, bon, les singes, ils ont des mains, mais les dauphins et les dauphines, c'est important, hein, c'est les femelles aussi. Ils se frottent contre... Contre une porte, les dauphines, non? Non, pas vraiment. Alors, pourquoi on parle de la porte dauphine? Ça, ce sera le sujet d'une autre émission. Oui, ils se frottent beaucoup. Ils se frottent beaucoup les uns Sur les les autres, rochers, sur les algues. sur les cordages des bateaux, etc. Et sûrement beaucoup les femelles, et devant leurs filles, et on pense que c'est une espèce de leçon d'éducation sexuelle pour leur montrer comment marche leur clitoris. Parce que les dauphines ont un clitoris. Le clitoris, j'en parle pas mal parce que c'est au centre du plaisir. On ne parle pas du plaisir. Et le clitoris, c'est le seul organe qui soit destiné au plaisir et que à ça. Uniquement. Toutes les mammifères en ont, de la souris à la baleine. Et même les serpents en ont, c'est-à-dire que les couleuvres prennent leurs pieds. Et ça, c'est intéressant. Ça aurait pu être un titre de livre encore, les couleuvres prennent leurs pieds. Le clitoris, alors le plus petit, ça peut être celui de la musaraigne, Voilà, ouais. étrusque, qui Oui, fait 1,5 g. oui, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Et la baleine bleue, alors le clito de la baleine bleue, C'est un ça, gros ça matos. remplirait la pièce, sachant que le pénis de la baleine bleue, c'est 2,40 m en moyenne. Oui, 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 oui. Donc c'est à la mesure. Mais alors j'ai beaucoup eu de mal à trouver, autant des pénis, j'en ai dessiné, j'en ai fait plein, autant des clitoris, il y a très peu d'études. La science est misogyne, on ne s'intéresse pas beaucoup. Ben, Alors c'est vrai que c'est plus difficile à voir, mais quand même. Marc, déjà, l'homme a du mal à trouver le clitoris de la femme. Alors On me l'a dit. imagine des animaux. J'en ai dessiné, hein, le clitoris féminin, il n'a été décrit scientifiquement qu'en 1998, quand même. Alors on savait que ça existait, on a oublié, on l'a occulté, on l'a censuré, mais le vrai dessin du clitoris, comme on le voit pour les Jeux Olympiques, qui a partout aujourd'hui, eh ben, c'est quand même, il a fallu 2 scientifiques américaines pour le décrire. Et c'est un organe dédié au plaisir parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de terminaisons nerveuses dans le clitoris chez la femme que sur le gland chez l'homme, par exemple. Alors surtout, c'est plus concentré.
si on prend tout l'organe, il y en a à peu près autant, mais le clitoris est très concentré. Donc ça Alors va être très restons bien. dans la masturbation, Marc. Oui. Les dauphins se masturbent. Quel est le plus gros branleur dans le règne animal? Alors, bah, les bonobos, ils sont assez connus pour ça, hein. Les dauphins et les bonobos, c'est vraiment les plus libertins, les plus... Ils font tout, quoi. Ils font tout. Ils n'ont aucun tabou. De toute façon, il n'y a pas de morale chez les animaux, hein. Ils sont même pas immoraux, ils sont amoraux. Il n'y a rien. Ils se foutent de tout. Ils sont pas regardants, hein. Oui, parce que on pourrait pas transposer ça chez le règne, chez les humains, le règne animal. Par exemple, les bonobos, eux, ils règlent les conflits et les tensions nerveuses par le sexe. Donc, il peut baiser sa tante, après, il peut enculer sa mère, sucer son grand-père. C'est Ah, des choses qui oui, ne ça fait passeraient pas du rêver. tout chez Oui, nous. c'est ça, oui. Enfin, peut-être que toi, personnellement, tu as déjà sucé ton grand-père. Non, Ou... mais non, on n'imagine pas, parce qu'en plus, c'est de tous les âges, de tous les sexes, et donc, la différence avec nous, c'est ils sont tous consentants. C'est vraiment des gestes, comme on se serre la main, quoi. C'est autre chose. C'est pas, voilà, c'est vraiment apaisant. C'est comme une petite caresse, un petit câlin, et voilà. La chauve-souris arrive à s'auto-sucer. Non, oui, et c'est assez souple pour ça, pour faire sa toilette notamment, mais c'est chez les chauves-souris qu'on a trouvé des cas de cunilingus et de fellation. Les Du chercheurs, partenaire. oui. Et pendant l'acte en plus. Donc la femelle, quand le mâle est à peine arrivé, elle se tourne sur elle-même parce qu'ils font ça la tête en bas évidemment. Donc il faut être très souple. Et on ne sait pas trop pourquoi ils font ça parce que c'est avant et après l'acte. On pense que la femelle, elle gagne quelques secondes ou quelques minutes d'acte en plus. Voilà, ça stimule le mâle. Donc elle est contente. C'est toujours les femelles qui décident de tout. C'est elles qui choisissent les bons coups, c'est elles qui sélectionnent. Darwin avait déjà trouvé ça. Les femelles sont au centre de tout ça. La plupart chez la plupart des animaux, c'est des sociétés matriarcales, comme chez l'éléphant, Ouais. ce qui n'est pas tellement Les le cas. dauphins, les baleines, Ouais. tous les animaux intelligents Les sont... orques. Oui, oui. Et d'ailleurs, à petite parenthèse, mais on en parle dans le livre, la ménopause n'existe que chez certains animaux, donc les humains, 4 espèces de cétacés et les éléphantes. Parce qu'en fait, les femelles durent plus longtemps pour éduquer les petits, parce que l'éducation doit être très très longue, donc elles éduquent les femelles jeunes et les petits. C'est pour ça que la ménopause existe et c'est un signe d'intelligence. La ménopause est liée à l'intelligence. Oui, parce qu'il faut éduquer les petits très longtemps. Et ça, il n'y a que les animaux intelligents. Un lézard, il sort de l'œuf, il n'a pas besoin d'éducation. Ouais. Alors, on a fait le tour de la masturbation. Oui, on peut le dire. Le cunilingus chez les chauves-souris, c'est incroyable. Ça veut dire que on aurait pu voir Robin sucer Batman. Par exemple, oui. Quoique, il faut qu'il y en ait une femelle Non, ou là, oui. ou une fellation. Oui, oui. On ne sait pas tout. Est-ce Hein, qu'il y a d'autres animaux qui se masturbent. non, qui font des cunilingus? Alors, bah, chez les singes, c'est connu, même chez les chiens. Bon, ils se lâchent un peu. C'est souvent les n'importe où, mammifères, oui, quoi. Il n'y a pas oui, tellement oui. d'exemples dans Mais d'autres c'est espèces. souvent aussi les alpagas, ça a été étudié par une scientifique. Le mâle qui Famille des stimule. camélidés. Oui, Il y a absolument. 5 représentants des Voilà, camélidés dans le monde. voilà. On va les citer, le chameau, le dromadaire, la vigogne, l'alpaga Le lama, et le lama. Merci. voilà. La fellation, parce que tu sais, chez les humains, il y a 26% des hommes avouent avoir déjà essayé de s'autosucer. Et un mec sur 4, plus d'un mec sur 4, tu en fais partie ou pas? Mais moi, je suis très souple, je fais du yoga depuis que je suis tout petit. Non, mais dans le monde, il y a 3% des mecs qui arrivent à s'autosucer. Alors, ça paraît peu comme ça, mais à l'échelle mondiale, sur 4 milliards d'êtres humains, ça fait 120 millions de mecs qui arrivent à s'autosucer. 120 millions, c'est la population du Japon. Avec ma femme, on voulait aller au Japon, on a tout annulé. On n'a aucune envie de voir des mecs se sucer Oh, des les bites. sumo, ça m'étonnerait qu'ils y arrivent. Non, les sumo n'en font pas partie. Alors, l'homosexualité, alors ça, c'est plus que monnaie courante chez les animaux. On peut dire que les 2 tiers des animaux pratiquent l'homosexualité. Quasiment tous. Enfin, ils sont plus. Quasiment tous, tu dis? Oui. Ah oui, tous ceux qu'on étudie, ils sont bisexuels surtout. Il y en a qui sont strictement homosexuels, notamment des guenons, qui qui ont beaucoup plus de plaisir entre femelles qu'avec les mâles. On le voit sur leur taux de cortisol, etc. Elles sont vraiment beaucoup plus câlines entre filles.
Mais c'est quasiment tous les animaux qui sont homosexuels et ça a été découvert chez les hannetons au XXe siècle. Et les scientifiques, ils se grattaient la tête, ils disaient oh, c'est parce que ça manque de femelles. Donc ils ont mis des femelles au hanneton et ils continuent de copuler entre mâles. Et là, ils ont été obligés d'admettre que l'homosexualité existait. Et maintenant, on l'a découvert chez les girafes beaucoup. Il paraît que les girafes sont des très bons coups. Oui, absolument, mais il y a peut-être une faute d'orthographe. Et oui, ils se donnent des coups de cou entre mâles, mais des fois c'est 5 mâles qui sont, et ça va jusqu'à des montes, des éjaculations, etc. Ils ont vraiment des comportements homosexuels tout à fait, mais c'est partout, c'est partout. Enfin, les coups de cou aussi, c'est pour la période nuptiale, c'est pour séduire la femelle. C'est ça, c'est du necking en bon français, et ça se fait aussi en séduction entre mâles gays, entre girafes gays. Il y a Donc tout, toi, oui. toi, tu dis la plupart des espèces animales sont homosexuelles ou Ah bah, bisexuelles. toutes celles qu'on a étudiées, en gros, on finit par trouver. Ouais. On finit toujours par trouver. Ben, celles qu'on a étudiées, il n'y en a pas où on a vu une hétérosexualité stricte tout le temps. Donc on n'a pas tout étudié, mais plus on avance et plus on en trouve. Et pour rajouter à la complication, beaucoup d'animaux changent de sexe. Ah oui, alors ça c'est rigolo, notamment chez les poissons. Les Beaucoup. mérous, par Les mérous, exemple, oui. ils commencent femelles et ils terminent mâles. Les girelpans, j'en ai peint dans le livre, c'est poisson magnifique. On voit des couleurs très très différentes, ça grossit, ça devient un mâle. Les Nemo, le poisson clown, pareil, transsexuel. Il y en a beaucoup qui changent de sexe. Et le mérou, il naît femelle, Ouais. il devient mâle, et il peut finir sa vie femelle aussi. Ah, non, alors il n'y a pas rétroactif, mais il y en a qui sont rétroactifs. Oui. Les huîtres, ça change de sexe suivant ce que ça rencontre. Comme ça, il y a toujours le bon partenaire. Et puis il y a aussi les hermaphrodites, eux, ils ont les deux. Un escargot qui rencontre quelqu'un, il est sûr que c'est le bon et la bonne en même temps. Et, les vers de terre, pareil. Alors les vers de terre, ils sont d'abord mâles, donc ils se font une espèce de 138, c'est un double 69. Et ils sont d'abord mâles, et une fois qu'ils ont pénétré l'autre, ils deviennent aussi femelles. Donc ils sont hermaphrodites, et ils repartiront, ils auront été papa et maman en même temps. Et les escargots, eux, ils se font des bisous baveux, il y a des préliminaires qui durent des heures, Ouais. et ils se pénètrent les deux. Les Oui, deux, oui. chacun pénètre l'autre. Ouais, et essaye de ne pas être pénétré, parce que c'est plus rigolo d'être mâle et de se barrer que de se taper la gestation. Donc il s'enfonce un dard de calcaire pour stimuler l'autre, pour lui envoyer des hormones, et le forcer à faire la femelle aussi. Mais ça dure 12 heures, hein. Les escargots, là, c'est des soirées SM dans nos jardins, on n'imagine pas. Hein. Alors que le lion, ça dure 10 secondes. Oui, mais souvent. 100 fois. Ah, voilà, tous les quarts d'heure pendant 2-3 jours et nuits, donc c'est souvent. Il peut avoir 100 coïts dans la journée. Oui, faudrait que je calcule, mais tous les quarts d'heure, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça, c'est le nombre de coups, hein, ouais. Mais il a un os dans la bite, ça aide. Oui, un os pénien, ouais. Quels sont les animaux qui ont un os pénien? Les chiens? Alors quasiment tous, sauf Sauf nous. l'homme, merde. Oui. Putain, Eh ben, on a tué. d'autant plus de mérite. Ouais, l'os pénien, c'est assez répandu. Et l'os clitoridien, c'est pareil, on en parle moins, mais il y en a aussi. Donc j'en ai dessiné, mais il y a moins de modèles sur l'os clitoridien, mais ça existe aussi. Ça C'est chez les renforce. hyènes surtout? Alors la hyène, c'est vraiment un cas à part. On appelle ça la malédiction de la hyène, parce qu'en fait, la hyène porte la culotte, si on peut dire. C'est-à-dire qu'elle est tellement bourrée de testostérone qu'on dirait un mâle. Son clitoris, il est aussi long qu'un pénis, Parfois plus. parfois plus. Ses lèvres font un scrotum, et la plus faible des femelles est plus forte que le plus fort des mâles. C'est vraiment elles qui sont bourrées de testostérone qui ont le pouvoir. Mais le problème, et ça la hyène rieuse elle rigole moins, c'est qu'elle accouche par le clitoris. Et ça c'est aïe aïe aïe. Et ça se passe pas toujours bien pour la mère et pour le petit. C'est ce qu'on appelle la malédiction de la hyène, c'est-à-dire que la sélection a fait en sorte qu'elle soit de plus en plus forte, mais elles l'ont payée au niveau génital. Et pourquoi elles accouchent pas par le vagin? Parce que leur clitoris s'est développé comme ça. C'est une petite erreur de bifurcation. La transsexualité chez les animaux, c'est quoi les plus grands représentants de la transsexualité? Alors moi j'aime bien certains poissons qui changent de sexe suivant les partenaires qu'ils rencontrent. Ça j'aime bien.
parce que on peut en rêver, ils connaissent les deux sexes, et en plus ils changent de sexe comme on change de caleçon, quoi. Eux, c'est pas une seule fois dans leur vie comme les mérous, c'est tout le temps. C'est quand ils veulent. C'est suivant les circonstances et les hormones des autres qui annulent, qui annihilent, enfin il y a tout un jeu d'hormones. S'ils voient un partenaire qui leur plaît, en fonction du sexe du partenaire, eux peuvent s'adapter. Voilà, c'est ça. S'il y a deux mâles qui se rencontrent, il y en a un qui va devenir femelle. Et ça prend combien de temps? C'est quoi le processus? Ça prend plusieurs heures pour les plus rapides, 2-3 jours pour les plus lents. Il faut le temps quand même, hein. Ça se fait pas comme ça. Il y en a qui abandonnent leur bite. Ah oui, ça plaît beaucoup cette histoire de pénis détachable, mais il y en a. L'argonaute, par exemple, il est beaucoup plus petit que la femelle. Alors l'argonaute, il faut expliquer que c'est un céphalopode La famille des pieuvres. Qui dispose d'une coquille. Ouais. Et c'est une très belle coquille. Il y a beaucoup de ça en déco chez les gens. Oui, c'est très beau. Ouais. Tiens, on en voit un, tiens. Bravo Stéphane, tu te sors de coup au montage. Bien joué. Donc le mâle, comme il a une énorme femelle, il l'approche pas trop, donc il envoie son pénis en mission, qui se détache. C'est le zob qui fait le job, en quelque sorte. Oui. Et notre public est arrivé, rentré. Ouais, les gens, ça va vite, hein, les gens ont eu vent de l'émission. Ça se sait. Dès qu'on parle de sexualité, voilà. C'est fou. Alors ça c'est notre première spectatrice. Bonjour, quel est votre prénom? Bonjour, Isabelle. Merci Isabelle d'être la première spectatrice. C'est un peu historique, hein, cette nouvelle émission qui s'appelle... Je ne sais pas. À l'arrache. À l'arrache. Donc, pardon? Donc, le mâle d'Argonaute envoie son pénis... En mission, voilà, c'est le zob qui fait le job. Et ça repousse. Il a un joystick nouveau au bout de 3 jours. Explique-nous comment il envoie. Le sexe se détache. Il se détache. Et le sexe sait où il va. Oui. Il fait ça, il est assez près de la femelle. Puis il y a toujours de la chimie, hein. Donc le pénis, c'est exactement ce qu'il a à faire. C'est comme les spermatozoïdes qui trouvent l'ovule. Il y a quand même une attirance chimique. Oui. Voilà. C'est le zob détachable. Quand on dit con comme une bite, c'est faux. Ah oui, celle-là, elle est maligne. Parce qu'elle est maligne, la bite de l'argonaute. Donc, alors, elle se détache, elle fait quelle distance? C'est pas très loin? Non, c'est même pas... Par rapport à la porte Champéret, par exemple. Non, c'est quelques centimètres. C'est quelques centimètres. Elle féconde, le sexe féconde la femelle. Et après, quoi, il se rétrécit, il ne sert plus à rien. Et il y en a un autre qui pousse en 3 jours. En 3 jours? Ouais. Ouais, il y a d'autres exemples comme ça? Il y a un nudibranche, là. Alors, les nudibranches, un peu toutes les limaces de mer, les danseuses espagnoles, ça peut être extrêmement venimeux, ça aussi, voire mortel parfois. C'est très très beau, ça. Comme souvent les animaux venimeux. Comme oui, ça veut dire faites gaffe, là, il y a de la couleur, là. Ouais, ils annoncent la douleur. Ouais. Et donc, il y a une limace de mer qui a aussi un pénis détachable. Ouais. C'est laquelle? Je ne sais plus, c'est un nom latin, il n'y a pas de petit nom familier. Hein. D'accord. Donc ça, c'est assez rigolo. Dans les pénis, là, ça a été beaucoup étudié. Il y a les pénis doubles, des serpents, par exemple. Tous les reptiles ont un hémipénis. Oui, absolument. Oui, en fait, c'est un qui est divisé en 2, mais ça ne marche pas comme les prises de courant, hein. Il n'y a pas 2 orifices femelles, il n'y en a qu'un, et il n'y a qu'un des 2 pénis qui pénètre. Mais ils n'ont pas de bras, hein. Il faut qu'ils trouvent l'orifice, donc c'est plus pratique quand on a 2 possibilités. Donc les requins aussi ont un double pénis. Alors, pendant que le mâle pénètre la femelle avec son double pénis, est-ce qu'il peut voir une femelle derrière qui lui plaît bien? Est-ce qu'il peut dire à toi, viens me sucer ou non? C'est plutôt, chez les serpents, la femelle est beaucoup plus grosse, c'est elle qui mène la danse. Et le pénis, c'est un grappillon. C'est plein d'épines, comme celui du chat, et ça reste accroché. Et comme la femelle est plus grosse, elle se balade. Et elle le tient par la queue, c'est vraiment ça. Hein. Et ça peut se détacher d'ailleurs, tellement elle peut y aller fort. Donc c'est la femelle qui domine, comme toujours. Le sexe du chat est épineux, c'est pour ça que les femelles hurlent de douleur pendant les rapports? Ça provoque l'ovulation. Oui, des fois ça passe par un peu de douleur. Alors que chez les cerfs et les biches, c'est juste le brame qui provoque l'ovulation. Ça c'est pratique, c'est un grand crooner le cerf. Hein. Donc, mais il a intérêt à ne pas se louper parce qu'elles sont réceptives quelques heures dans l'année.
Donc, faut qu'il les stimule quand ils En arrivent. gros, il a un petit mois pour baiser. Il doit baiser Un petit jour. un petit jour. Mais pourtant, 24 à 48 heures. on dit que le Brahme dure tout le mois de septembre. Oui, mais chacune n'est pas disponible très longtemps. Donc il faut qu'il rassemble. Le Brahme, c'est pas l'accouplement, hein. Il y en a de la préparation. C'est d'abord les mâles se battent entre eux. Et quand il y a le vainqueur, il y a une saillie de tout le harem, là, du coup. Puis il y a des animaux qui font preuve pour nous humains d'une grande cruauté. Par exemple, le lion, le mâle dominant, il chope une femelle qui vient d'avoir une portée et il tue méthodiquement un par un tous les petits lionceaux pour que la lionne soit en nouveau en chaleur. Ouais, ça c'est pour transmettre ses gènes. Le principe du mâle, c'est de transmettre ses gènes. Donc quand il y a un lion nouveau qui arrive, il veut transmettre ses gènes à lui. Donc les lionceaux le gènent, donc il les tue. C'est assez barbare. Et les femelles qui sont pas, qui résistent un peu, mais au bout d'un moment, ça les remet en chaleur. Elles n'allaient plus, elles sont à nouveau en chaleur et elles sont prêtes. Ce qui est incroyable dans le règne animal, c'est que le mâle veut transmettre ses gènes. Par exemple, l'écureuil, il va avoir un rapport sexuel, il va créer un bouchon dans l'orifice de la femelle pour pas qu'un autre vienne. Oui, il y a plein d'animaux qui font des ceintures de chasteté. On a découvert chez le cobaye, c'est vrai aussi chez le hérisson. Pas chez l'Indien. Pour l'instant, pas ma C'est un connaissance. jeu de mots sur le cobaye et sur l'Indien, en fait. Le cochon d'Inde. Je pourrais glisser des traits d'humour dans cette émission. Ce ne sera pas que de la zoologie, hein. Il va falloir vous habituer. Je sais que c'est la première, mais c'est pour vous expliquer un peu. Donc, oui, il y a des ceintures de chasteté, il y a des mâles. Le pire, c'est un mâle d'araignée qui meurt pendant l'accouplement. Donc, il reste accroché. Et le temps que la femelle se débarrasse de la dépouille, eh ben, elle est fécondée, donc elle n'ira pas voir un autre. Alors, il paraît que la menthe religieuse, c'est un mythe. Le fait qu'après l'accouplement, la femelle dévore le mâle par la tête, il paraît que c'est pas forcément vrai. C'est pas à tous les coups, mais en général, si elle le mange, parce que ça lui donne des protéines, elle a inventé la pension alimentaire, si tu veux. C'est-à-dire que, en plus, ce qui est magique, c'est qu'une fois qu'il est décapité, le mâle, il redouble de mouvement. Parce que tous les nerfs de la copulation sont dans le ventre et sont stimulés par la décapitation. Donc elle a un petit intérêt à le décapiter, à le manger. Elle sera fécondée, elle pourra faire ses œufs. Et puis aussi la technique pour pas se faire bouffer, la technique des mâles pour pas se faire bouffer, c'est qu'ils offrent une mouche emmaillotée dans une toile à la femelle, et pendant que la femelle démaillote la toile, elle ouvre son paquet cadeau, bah l'autre il la nique. Voilà, pendant qu'elle consomme, lui, il consomme leur union, absolument. Et il y a même des mufles, ils font un joli paquet, mais il n'y a rien dedans. Mais le temps que la femelle enlève le paquet, lui, il a fait son affaire, il s'est barré. C'est fou l'attirance des cailloux pour les femmes, hein. Chez nous, les humains, c'est les diamants. Et chez le manchot? Ah oui, les manchots aussi, oui. Il y a des cas de prostitution chez les animaux. C'est-à-dire que les femelles acceptent un accouplement contre quelque chose de précieux. Et chez les manchots, c'est les cailloux, parce qu'il y en a très peu pour faire le nid. Et donc, contre un acte, elles peuvent accepter de la nourriture ou des choses comme ça. On appelle ça de la prostitution, mais c'est nos vues de l'esprit à nous, hein. Ils se font beaucoup de cadeaux, les animaux? Ben, en général, c'est que de la nourriture, c'est pas de l'argent. Non, ça peut être des choses pour dans le nid aussi. Ça peut être des plumes, ça peut être. Oui. Alors, souvent, c'est d'abord de la nourriture parce que le mâle montre qu'il est un bon chasseur. Et quand ils offrent des objets, c'est des objets pour faire le nid. C'est pour montrer qu'ils sont prêts à s'investir. Plus c'est affinité, voilà. C'est ça que ça veut dire. Quels sont les animaux qui sont les plus démonstratifs dans les parades nuptiales? Alors, on connaît bien les paons, mine de rien. C'est quand même très démonstratif, hein. Ah ouais, putain, c'est spectaculaire. Darwin s'est beaucoup gratté la barbe devant ça parce qu'il se disait, mais pourquoi ils ont un truc tellement énorme qui n'est pas bon pour la sélection naturelle, parce que c'est handicapant. Une queue de paon, il vole moins, il peut se faire choper par un tigre, et c'est ce qu'on a appelé le handicap séducteur. C'est-à-dire que les femelles, avec la sélection sexuelle, elles aiment bien un peu le tape à l'œil, donc elles prennent les plus gros, mais du coup c'est les plus tape à l'œil, et c'est un handicap pour eux. C'est comme les cerfs qui ont les plus gros bois, les mâles qui ont les paons qui ont la plus grande queue. Mais est-ce que la nature n'est pas un peu misogyne? C'est la science qui est misogyne.
La nature... Parce que si on écoute la science, alors les femelles sont épatées par les blaireaux, le mec qui a fait sur sa bagnole, qui a aménagé sa bagnole, comment on appelle ça, Stéphane, aide-moi. le tuning. Du tuning. Mhm. Je sais pas, moi C'est- j'en connais qui sont assez indifférents à ce genre de choses. Non, mais je veux dire, les femelles qui reçoivent des cadeaux, des cailloux, ça veut dire qu'elles sont intéressées. Je trouve ça super misogyne, cette analyse de la zoologie, en fait. Non, parce que en fait c'est un gage de survie pour leur portée. C'est pas vénal quand une mouette accepte un petit poisson du mâle. C'est vraiment d'abord qu'il a montré qu'il était un bon pêcheur, donc il va transmettre Des bons gènes de des bons pêcheurs. gènes de pêcheur, qui va s'occuper d'elle pendant qu'elle va couver, etc. Donc c'est quand même des garanties. Parce qu'elle, elle a besoin, le mâle transmet ses gènes et elle aussi, elle veut avoir une descendance valable. Et pour ça, elle est quand même assez infidèle. Depuis qu'on fait des analyses génétiques, on sait très bien que dans un nid de mésange, il n'y a pas un seul père. Ouais. Donc, voilà. Cela dit, la légende dit un couple d'albatros peut vivre 80 ans en étant ensemble. Oui. Après, en fouillant un peu, on se rend compte que c'est pas toujours vrai. Non, faut pas qu'il y en ait un qui meure déjà. Ouais. Mais ils sont quand même très fidèles, ils ont intérêt. Les albatros, ils se réunissent régulièrement quand ils sont jeunes et pas encore tout à fait matures. Ils font des parades nuptiales comme ça à blanc. C'est des fiançailles, il n'y a pas de copulation, c'est chaste. Et ils s'entraînent parce qu'ils ne voient pas souvent le sol. Donc une fois par an, ils vont sur une île, ils font leur petite parade et au bout de tant d'années, ils se sont choisis, ils sont fidèles et ils vont s'accoupler, et ils auront beaucoup d'enfants. C'est étonnant les parades nuptiales parce que ça part dans tous les sens. C'est le mannequin qui danse du Michael Jackson, qui fait du moonwalk. Ah, le mannequin, oui. Le Ah, oui, mannequin, il est pardon. marrant, il fait ça, il est très drôle. Ouais. Le fou à pattes bleues aussi, il est rigolo parce qu'il se balance. Et il montre ses pompes. Ouais, il monte ses semelles. C'est quoi pour toi les plus belles parades? Alors, une des plus drôles, c'est le fou à pied bleu. Ça, c'est vrai, je l'aime beaucoup, celle-là. Je sais pas. Le mérion superbe, c'est mignon. C'est un petit oiseau bleu d'Australie. Il donne des pétales de fleurs à ses femelles. C'est assez mignon. Et les poissons qui font des rosaces dans le sable, Ça, c'est... qui préparent le nid avec... c'est des arpenteurs en fait, ils ont un compas dans l'œil, dans la tête. Ils font des sculptures, des architectures étonnantes. Et c'est comme ça que plus c'est beau, plus ça plaît à la femelle. Un peu comme les oiseaux jardiniers. Ceux qui vont chercher, par exemple, que des objets bleus. Donc, c'est pas facile dans la nature. Donc, des fois, il y a des pinces à linge, il y a des trucs en plastoc, mais bon. Et c'est la couleur des yeux de la femelle, d'ailleurs. Et les femelles, mais ils mettent un an. Ils repeignent les murs de leurs trucs. C'est incroyable ce qu'ils font. Hein, En fait, pour ils peuvent séduire. niquer une femelle en ramassant des bouchons de Vitel, quoi. Voilà. Mais ils mettent beaucoup de précautions, mais ils sont assez brutaux, quoi. Donc, ils font un beau palace, prince charmant, Ouais. tout ça. Mais une fois que la femelle est très méfiante, mais une fois qu'elle y est, C'est carrément du viol, plus que de la brutalité. c'est brusque. C'est brusque. Ouais. Quand on fait de l'anthropomorphisme, c'est quoi les comportements les plus choquants qu'on peut voir chez les animaux? Bah, la brutalité, justement. Mais alors, chez les animaux, quand c'est la punaise des lits, tout le monde connaît la punaise Ah ouais. des lits, c'est très brutal, c'est l'accouplement traumatique, c'est-à-dire que le pénis, il va n'importe où. Ils trouent la carapace de la femelle. Voilà, n'importe où, et de toute façon, ça trouvera les voies génitales, ça va la féconder. Et c'est... Ah, ben voilà, deuxième personne du public. Bonsoir, votre prénom? Bonsoir, je ne sais plus, moi, cette heure-là, mon prénom. Non, votre prénom. Philippe. Philippe, Bonsoir, alors, bonsoir, Philippe. Philippe, alors je vous explique, c'est la première émission de À l'arrache, l'émission qu'on fait comme ça à l'arrache, et les gens déjà communiquent entre eux, et voilà, vous faites partie du public, vous êtes deux, avec Isabelle, je crois. Vous pouvez réagir et peut-être vous poserez des questions à la fin. Oui, alors, on va parler du dimorphisme sexuel maintenant. Qu'est-ce que le dimorphisme sexuel? Bah, di, c'est double, et morphe, c'est forme. Ça veut dire forme différente entre les mâles et les femelles. Bon, ça se voit beaucoup chez certains perroquets, par exemple les éclectus, j'en ai peint. Le mâle et la femelle sont de couleurs tellement différentes qu'on a cru que c'était pas la même espèce. Mais là où le dimorphisme est le plus poussé, c'est chez la bonellie, La bonellie, voilà. que tu connais bien. Donc c'est un ver marin. La ver marin, c'est la femelle. Et les mâles, ils sont tout petits et ils vivent à l'intérieur de la femelle. Ils peuvent être 30. Et voilà, et on en a découvert, ils étaient pleins dans la femelle. Donc j'habite dans une copine. Il y a celui-là, il y a aussi la baudroie des abysses.
Oui. où le mâle est très petit. Alors, il peut y avoir des moments un peu mous dans l'émission, le public se barre. Je, C'est possible aussi, ça. je pense qu'on a manqué de rythme au niveau de la Baudroie. Ouais, je crois que... ouais. Poisson abyssal. Abyssal, ils sont partis chez le teinturier. Il peut y avoir des jeux de mots. Abyssal, teinturier. Il peut y avoir des jeux de mots. Attention, restez sur le coup. Alors le mâle de Baudroie, il est tout petit, ils vivent dans les abysses. Quand ils se rencontrent, c'est rare de rencontrer quelqu'un. Donc le mâle se scotche sur la femelle, mais il se scotche vraiment. Il branche son système sanguin et digestif sur la femelle. Il devient une sorte de parasite, juste une réserve à sperme que la femelle a à sa disposition. Donc on peut voir des Baudroies des abysses comme ça, avec 2-3 petits maris scotchés sur elle, et qui n'existent que pour ça, quoi. Il y a beaucoup d'animaux qui font des réserves de sperme, les insectes, les abeilles, il y a des spermothèques vivantes. Ah bah oui, la spermathèque, donc on comprend, c'est comme une bibliothèque, sauf que c'est pas des bouquins. Donc évidemment, la fourmi ou l'abeille, elle a une nuit de noces, alors elle peut avoir des dizaines d'amants, mais c'est pour la vie. Donc elle a une spermathèque qui va durer toute la vie. Donc elle va C'est comme pondre. si elle avait un dressing, qu'elle disait, oh, j'ai rien à me mettre, qu'est-ce que je vais me mettre? Bah, elle va prendre, tiens, qu'est-ce que je tiens? Bah, il y a le sperme de Michel, il était sympa, Michel. Ah, il y a Kevin aussi, qui ferait un bon papa. Et elle choisit. C'est ça. Ah ouais, c'est ça. Et elle le conserve toute sa vie quand même. Donc je sais pas, c'est un réfrigérateur, je sais pas comment ça marche, mais elle le conserve toute sa vie. Effectivement, à volonté, elle aura les petits qu'elle veut. Problème chez beaucoup d'animaux, c'est quand ils se reproduisent, après ils meurent. Ah bah oui, parce qu'ils ont accompli leur rôle. Bon, bah, ça, c'est la négation du plaisir. Là, ça sous-tend que la reproduction, l'acte sexuel, n'a d'utilité que la reproduction, ce qui n'est pas le cas chez les bonobos ou chez plein d'autres. Ça enlève la notion du plaisir, là, non? Alors le plaisir existe, mais c'est le bonus de l'évolution au plaisir. Donc il s'est un peu détaché de son rôle qui était de motiver les animaux à s'accoupler. Maintenant le plaisir il est détaché de l'accouplement. Comme le dard se détache, le dard de l'abeille se détache Voilà, après l'acte et il meurt. Elle et meurt. c'est fini. Mais il y a la théorie du gène égoïste qui dit que c'est le gène qui nous on est des marionnettes de nos gènes. Les gènes, tout ce qu'ils veulent, c'est se transmettre. Et c'est un peu outrancier, mais c'est une image quand même. On est là pour transmettre nos gènes. Et il y a beaucoup d'animaux qui meurent justement parce qu'une fois que c'est accompli, bah, ils ne servent plus à rien. C'est l'espèce qui domine. L'espèce, comme on est mortel, elle est obligée de se balader d'individu en individu à travers la reproduction pour rester. C'est l'espèce qui est pas éternelle, mais qui dure longtemps. Nous, on ne dure pas longtemps. Et les méduses immortelles, alors? Ah ouais, mais les méduses, c'est une bête sans cervelle. J'en connais d'autres. Ouais. Alors, vivre sans cerveau depuis 600 millions d'années, c'est vrai qu'il y en a que ça peut rassurer. Et c'est juste un orifice. Du tourisme ou pas? Un orifice. Là, j'ai joué avec les mots pour essayer de parler de l'orifice du tourisme. Il y aura des rires chez vous, sûrement. Donc c'est un orifice, alors là on n'est pas dans la sexualité, c'est un orifice digestif qui va dans l'entrée et dans la sortie, c'est-à-dire qu'elle avale avec son trou de balle. Ça fait l'aller et le retour, quoi. La tortue serpentine respire par l'anus. Oui. Oui. Allez, les fonctions elles peuvent être détournées. Hein. Ah bah oui, parce qu'elle a souvent la tête en bas, donc ça respire par le... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple? La mouche, elle goûte avec les pattes. Oui, elle a des papilles qui sont les mêmes que notre langue. Elle goûte avec les pattes. La sauterelle, elle entend avec les tibias. Elle a un tympan, là, une petite fente, elle entend avec les tibias. Et puis elle fait du bruit aussi avec les tibias. Ah bah oui, elle est aux premières loges. L'escargot, il pond avec la tête. Il pond avec la tête? Bah oui, tout est en dehors de la coquille. Donc il y a juste un orifice respiratoire et l'anus est juste à côté d'ailleurs. Quand il pète, il le sait, hein, c'est juste à côté. Le papillon, il sent avec les antennes, très très loin. Il y a 1000 pattes qui a la bite sur la tête ou sinon? Ah oui, le péripathe, oui, ça c'est... Oui, c'est... Quand il fait l'amour, c'est un peu un cunilingus, enfin on ne sait pas trop où il en est. Oui, avoir une tête de bite, oui, c'est ça, avoir une tête de nœud, il l'a au milieu de la tête. Marc, ça fait des décennies que tu te promènes dans la nature. Tu fais aussi ce qu'on appelle de la zoologie de proximité, parce que tu es en France, dans ta campagne. Qu'est-ce que tu as observé de plus étonnant? Ah, tous les jours, je suis surpris.
On est entouré de beauté, et j'aime bien montrer l'extraordinaire dans l'ordinaire, justement. Un escargot, on en a parlé un peu, mais c'est extraordinaire, un escargot. L'anatomie de l'escargot, le fait qu'il soit hermaphrodite, qu'il ait plein d'organes dans tous les sens. Là, je te sens excité, là. Tu pourrais Oui, bonder oui, sur un oui, escargot? mais je bave un peu plus, moi. Bon, il y a ça, il y a tout. De toute façon, quand je vois un martin pêcheur, c'est un éblouissement. Je suis heureux. Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord avec le martin pêcheur. Il y a des animaux qui t'excitent, toi. Tu pourrais verser vers la zoophilie. Non, on a souvent confondu, c'est une horreur. La zoophilie, c'est une horreur. Pour Mais faire ce attends, bouquin, c'est encore pratiqué mais c'est une en mafia. Allemagne? C'est une mafia. Ah non, en France, il y a des cas tout le temps. Il y a une association qui s'est penchée là-dessus. C'est une horreur quand ils préparent les bêtes et tout ça. Et c'est une mafia, ils ont des menaces de mort et tout ça. Non, mais c'était légal. C'est encore légal dans 2, 3 pays d'Europe. Et c'était il n'y a pas si longtemps en Allemagne, c'était encore légal il y a une dizaine d'années, je crois. De toute façon, on ne sait pas ce qui se passe. Mais moi, pour faire mes dessins, pour bêtes de sexe, j'ai voulu regarder sur Internet. À un moment, j'ai mis fellation animale parce que je voulais dessiner des bonobos. Je suis tombé, mais sans filtre, directement sur des photos. C'était dégueulasse. Vraiment dégueulasse. J'aime bien les animaux, Tu mais peux pas nous comme ça. décrire un peu? Peut-être qu'il y a des gens qui vont se caresser chez eux. Non, non, faut pas jeter la pierre. Non, Tous c'est les goûts sont dégueulasse. dans C'est la dégueulasse. nature. Non, non, franchement. Et puis, Moi, hmm. personnellement, j'ai déjà enculé des mouches. Oui, mais ça va. Ça C'était va. dans la conversation. Elles C'était étaient pas... consentantes, j'imagine. Non, mais c'était dans la conversation. Ça, c'est pas à ton avantage de dire ça, parce que c'est pas un gros animal. Je sais, mais je ne fais pas que me mettre en avant dans cette émission. Des petites anecdotes pour finir, Marc, sur des choses incroyables que tu as observées ou un petit bilan, parce qu'on parle de 6e extinction. Ah oui, bah alors ça va être moins rigolo là, parce qu'on voit les choses qui tombent les unes après les autres. On avait parlé du zizi musical, on peut terminer là-dessus, ça c'est plus Le rigolo. zizi musical? Oui. Tu vas nous jouer de la flûte avec ta bite? Ouais, presque, tu vas voir. Non, C'est c'est quoi? la tipule. C'est ce dont je parlais au début, mais j'ai pas oublié. La tipule, c'est... C'est pas une araignée, la tipule, ça. Non. C'est pas la même famille. Non, mais tu connais, on appelle ça les cousins. Les cousins. C'est un diptère, quoi. C'est une sorte de gros moustique qui pique pas. Et le mâle a un zizi musical et qui vibre. Et ça fait vibromasseur. Et les femelles sélectionnent ceux qui s'en servent le mieux. Donc les femelles sélectionnent les bons coups. Elles sont vraiment au centre. Donc elles sélectionnent les pénis. Ils font une cour intérieure. On pourrait terminer là-dessus. Le zizi musical, je trouve que c'est quand même quelque chose de bien. Merci, Marc. Bête de sexe, ton 45e livre. Moi, je suis très, très fan, tu le sais. C'est toujours très bien documenté, très bien écrit, très bien analysé. Et c'est accessible à tous. C'est vraiment de la vulgarisation. Et, Pas vulgaire. pas vulgaire, non, mais on apprend 10 000 choses et on se rend compte que quand on veut établir des normes dans la sexualité, la nature nous explique que il n'y a pas tellement de normes en fait. Et Loin ça de là. peut inciter à la tolérance. Parce que les animaux, ils tolèrent tout. L'homosexualité, la transsexualité, ils tolèrent tout. Et ça serait une bonne leçon pour les humains. À quand des clubs de rencontres pour les ténias? Ah, Je propose des idées. Hein, dans... Mais c'est pas marché. Voilà, J'aurais c'est- pu dire dans ton cul, mais... C'est pas mal pour finir. C'est pas mal pour finir. Voilà, c'était la première de cette nouvelle émission qui s'appelle À l'arrache. Donc il y a des sponsors qui veulent un peu nous financer afin que non, franchement, on restera dans des trucs à l'arrache. Non, afin que je gagne un peu de blé pour faire cette émission, ce serait pas mal. Quitte à reverser ça pour des causes, pour la zoologie ou autre. Dites-nous dans les commentaires si vous avez aimé. Est-ce que ça vaut le coup de se faire chier à inviter des potes pour parler de masturbation des dauphins? En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de voir mon ami et de parler de zoologie. Que dire d'autre? À la prochaine, on verra le nombre de vues, on verra si ça vaut le coup, si ça vous a plu. On vous embrasse. Pour finir, Marc, tu vas nous montrer ta bite. On va comparer le règne animal et le règne humain. Parce que je crois que Marc a une bite de cheval. Vas-y, Marc, on va finir là-dessus. Un petit mot pour conclure, Marc? je suis très content. Je te remercie beaucoup. Je pense que c'était un sujet en or en plus. Merci à toi, Marc. Faut que tu me remercies encore. Je te remercie vraiment. Mais non, c'est moi, Marc.
faut que tu insistes. Faut qu'on sente que tu m'es plus redevable que moi. Non, mais vraiment, je suis très content. Moi Je suis aussi, très content Marc. que tu m'aies invité. C'est bien de pas d'essuyer les plâtres, c'est négatif, mais d'innover quelque chose qui pourrait être très 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 bien. Donc je te souhaite plein de réussite et de bonheur, comme on dit au premier de l'an. Merci Marc. Regarde ce générique incroyable, moi-même je l'ai jamais vu.